Bienvenue à tous. Que vous soyez jeune ou moins jeune, physicien nucléaire ou conducteur de bus, sans jugement bien sûr, vous êtes ici pour en savoir plus, en apprendre davantage sur le monde qui vous entoure. Salut à vous mes petits vous-êdiciens. Vous l'attendiez toutes et tous avec impatience. Ou pas. Aujourd'hui, c'est le tour d'ITER de passer sur la poêle. Dans la course à l'énergie de nos jours, deux types de réactions sont connues dans le monde du nucléaire, la fission et la fusion nucléaire. Avant d'aborder le cas de la fusion nucléaire, propre à ITER dont c'est le sujet aujourd'hui, j'aimerais faire un rapide rappel de la réaction présente dans nos centrales nucléaires depuis des années, donc la fission nucléaire. Alors, la fission nucléaire, c'est quoi ? C'est une réaction dite nucléaire qui génère une très grande quantité d'énergie qu'on va pouvoir utiliser pour créer de l'électricité grâce à nos centrales nucléaires. Cette réaction s'effectue comme son nom l'indique lors de la séparation d'un noyau atomique lourd, ici l'uranium-235 ou le plutonium-239. Un neutron est projeté sur ces atomes et va les casser en deux. Grâce à l'absence de charge électrique du neutron, celui-ci va pouvoir facilement s'immiscer au centre du noyau et le fissionner, sans être poussé. De souffrance! Lorsqu'un atome est cassé en deux, on observe un grand dégagement d'énergie et l'apparition de plusieurs neutrons qui à leur tour vont pouvoir casser d'autres atomes et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle une réaction en chaîne. C'est celle-ci qui va dégager des quantités d'énergie considérables qu'on va pouvoir ensuite exploiter. C'est une énergie quasi inépuisable car le stock des éléments utilisés dans les centrales nucléaires nous permettrait d'en avoir encore pour plusieurs siècles. Pour autant, ce stock est quand même limité dans le temps. C'est aussi un moyen de dégager énormément d'énergie sans créer ou très peu de CO2, du moins pour la réaction nucléaire en tant que telle, car la création des centrales et des réacteurs et tout ce qui va autour, forcément que si. En revanche, comme nous avions pu le voir dans l'épisode 2 sur les énergies, le gros défaut de celle-ci, c'est sur les déchets qu'elle génère. Ces déchets, dont nous parlerons très certainement dans un prochain épisode, sont divers et variés et sont très problématiques pour leur stockage. Pour rappel, c'est l'ANDRA qui s'en charge en France. Pour contrer ces inconvénients, les chercheurs souhaitent s'armer d'une énergie qui ne génère pas de déchets et qui est quasi inépuisable. Et c'est là que la fusion nucléaire fait son entrée. Grâce au projet ITER, c'est aujourd'hui un rêve à portée de main. Installé dans le sud de la France, à Saint-Paul-les-Durance, ce projet énergétique ambitieux fait intervenir plus de 35 pays, avec parmi eux la Chine, l'Inde, l'Union européenne, la Corée, le Japon, la Russie et les États-Unis. Initié depuis 1985, ce projet a pour but de prouver la faisabilité de la fusion à grande échelle sans déchets carbone. ITER fait donc appel, comme vous l'aurez compris, à la fusion nucléaire. Avant de détailler la conception de la machine, je vous propose de faire aussi un rappel sur ce processus. La fusion, c'est la même réaction qui se produit dans le Soleil et dans les étoiles. Comme son nom l'indique, deux noyaux d'hydrogène vont rentrer en collision et vont se lier pour former un atome plus stable et plus lourd, l'hélium. Cette fusion va libérer une quantité d'énergie colossale. Pour rendre encore plus forte et plus efficace cette libération d'énergie, les chercheurs ont observé que les deux isotopes de l'hydrogène, le deutérium et le tritium, en collision produisaient le gain d'énergie le plus élevé aux températures les plus basses. Trois conditions ont été établies pour mettre au point la fusion. Premièrement, une température très élevée de plus de 150 millions de degrés Celsius pour reproduire l'environnement solaire. Secondo, la densité des particules du plasma doit être suffisante. Cela permettra d'augmenter les chances que les atomes rentrent en collision. Enfin, un temps de confinement suffisant pour retenir le plasma qui tend à se dilater dans un volume défini. À compter de 18 heures. Dans ces conditions extrêmes, le gaz hélium se transforme en plasma et les électrons sont libérés et détachés des noyaux. C'est ce plasma qui va devenir l'environnement idéal dans lequel les éléments légers peuvent fusionner et libérer de l'énergie. Mais tout ce processus ne serait rien sans la machine proposée par les ingénieurs d'ITER appelée tokamak. Vous n'en êtes pas digne. Le tokamak est une machine expérimentale issue de plusieurs générations précédentes qui permettrait de produire de l'énergie thermique grâce à la fusion. L'énergie qui est produite à l'intérieur de la machine est absorbée via les parois sous forme de chaleur. Grâce à une autre machine, cette chaleur serait ensuite transformée en vapeur puis en électricité. Dans sa conception, plusieurs éléments vont permettre à la machine de bien fonctionner et de contrôler le plasma. Avant d'enclencher le processus, le réacteur est vidé de son air et purifié pour les impuretés.
sûreté. Ce plasma est confiné grâce à des bobines magnétiques enroulées autour de la cuve. Grâce à leurs propriétés, le plasma devrait rester éloigné des bords du réacteur. Des aimants chargés viennent aussi en aide aux bobines pour retenir le plasma. Lorsque la fusion commence donc à se mettre en place, les températures peuvent monter jusqu'à 150 à 300 millions de degrés Celsius. Plusieurs éléments barrières sont donc mis en place pour protéger des fortes chaleurs et de la libération des neutrons à haute énergie. Un premier panneau mural en beryllium est installé. Des blocs de boucliers correspondant à un blindage nucléaire seront aussi installés en compagnie de tuyaux avec de l'eau de refroidissement pour contrer les charges thermiques attendues. Et enfin, le cryostat qui englobera le restant de la machine est une grande chambre à vide en acier inoxydable qui fournira l'environnement ultra froid pour la cuve et les aimants. Mais qu'est-ce que t'es en train de faire, Billy? Aujourd'hui, c'est le grand jour, mec. Il est temps de tester ma nouvelle machine à fusion nucléaire. Putain, mais qu'est-ce que tu fous encore? Non. Non, Billy. Ne faites pas ça chez vous. Mais alors, quelles sont les attentes et les objectifs vis-à-vis d'ITER? D'un point de vue de la production, ITER serait capable de produire 500 MW de puissance de fusion, soit 4 fois supérieure à celle des réactions de fission nucléaire que nous connaissons. En revanche, comme je l'ai déjà spécifié, ITER ne produira pas d'électricité mais permet de fournir une première clé à la production d'une nouvelle énergie utilisable pour une machine qu'il pourra. D'un point de vue de la technicité, ITER a pour objectif de tester toutes les technologies qui seront utilisées dans les futures centrales à fusion nucléaire. Elle agirait en quelque sorte comme un pont entre les précédents prototypes et les futures centrales opérationnelles. De plus, la machine devra permettre de concevoir un plasma de deutérium-tritium stable, efficace sur une longue durée. Cela étant dit, ITER permettrait, grâce à l'environnement de fusion, de produire du tritium pour l'alimenter. Cette ressource est limitée sur notre planète, l'objectif est donc de créer un système d'auto-alimentation. Enfin, le dernier point s'axe sur la sécurité et la sûreté du dispositif, de manière à prouver le contrôle du plasma et des réactions de fusion avec des conséquences négligeables sur l'environnement. C'est une énergie qui ne libère aucun CO2 mais de l'hélium, un gaz inerte non toxique et ne génère aucun déchet radioactif de longue durée. La machine devrait être opérationnelle totalement en 2035. Entre 2025 et 2035, l'objectif sera de créer le plasma et de contrôler les opérations deutérium-tritium. Avec cette bien belle machine et toutes ses caractéristiques, on peut se dire que la fusion nucléaire n'est plus un rêve à portée de main mais bien une réalité. En revanche, ce n'est pas nécessairement le cas quand même. Déjà, on n'en est qu'au début, et le réacteur et le plasma pourraient en fait faire face à diverses formes d'instabilité. Un abonné de la chaîne m'a conseillé de me documenter sur le sujet et je l'en remercie en regardant les vidéos de Jean-Pierre Petit. Jean-Pierre Petit, ancien directeur au CNRS et physicien du plasma, aborde le sujet d'ITER et de la fusion nucléaire en 5 vidéos. Je vous conseille très vivement à mon tour de regarder ces vidéos passionnantes pour en apprendre davantage sur le sujet. Pour résumer grossièrement ses idées et ses propos, une multitude de phénomènes non désirables pourraient voir le jour. Dans un premier temps, le plasma une fois actif pourrait faire face à des instabilités comparables à celles produites lors des éruptions solaires, donc avec un détachement du plasma en surface, avec des températures bien plus élevées et difficilement contrôlables. De plus, un autre phénomène très problématique est à prendre en considération, c'est la disruption. La disruption, c'est la perte instantanée de l'énergie thermique du plasma qui libère une grande quantité d'énergie radiative qui pourrait endommager les parois du réacteur. Ce phénomène est très complexe et encore aujourd'hui difficilement explicable. L'avenir des recherches sur le sujet et les futurs tests de la machine apporteront sûrement les réponses nécessaires. Un dernier phénomène d'instabilité conjoint à la disruption, c'est le phénomène d'avalanche des électrons. Lors de la décharge d'énergie, des électrons relativistes sont déversés. Ceux-ci se déplacent à des vitesses proches de la vitesse de la lumière, dite relativiste. Lorsqu'ils sont accélérés, ces électrons relativistes vont se multiplier avec une valeur de 10 puissance 16. Ça fait beaucoup, hein. Le danger, c'est que cette avalanche d'électrons pourrait percer la paroi en beryllium.
En conclusion, bien des incertitudes subsistent, mais d'un autre côté, ITER n'en est encore qu'au prototype à grande échelle et nécessite encore de nombreux tests et études pour progresser. Le principal danger repose sur les sommes astronomiques qui ont été mises en place pour le projet, qui pourraient partir en fumée si le projet ne voit jamais le jour. C'est en effet un reproche qu'on pourrait lui faire, mais à titre personnel, étant passionné de l'univers scientifique, je pense que c'est un projet qui mérite qu'on se pose un certain nombre d'incertitudes, et je dirais même un certain nombre d'instabilités, pour le voir aboutir un jour. C'est ça la science. Ne reste plus qu'à voir en 2035 si le réacteur et les réactions deutérium-tritium sont stables. On prend le rendez-vous. Vous l'avez peut-être observé de vos propres yeux, senti dans tout votre être ou bien juste vu passer un article sur le sujet, un iceberg s'est détaché de l'Antarctique le 26 février dernier. Cet iceberg, c'est l'A74, issu de la barrière de Brunt, faisant presque 2 fois la taille de Paris, soit plus de 1270 km². Un sacré morceau, autant vous dire. On ne va pas parler aujourd'hui des causes de son détachement, mais des découvertes qui ont suivi cet événement. Fortuitement, le brise-glace de l'équipe allemande de l'Institut Alfred Wegener pour la recherche polaire et marine se trouvait sur les lieux. Un iceberg droit devant! Ils ont pu se glisser dans l'écart qui s'était créé, anciennement recouvert par plusieurs centaines de mètres de glace. Ces chercheurs ont donc pu faire tout un tas de types de mesures et d'analyses, comme des photographies uniques, des échantillons de sédiments du fond marin, ou encore d'importantes mesures géochimiques de la colonne d'eau au-dessus. De plus, ils ont pu effectuer des mesures de température, de salinité et de la direction et de la puissance des courants marins grâce à des capteurs qui resteront sur place pour continuer les mesures. Celles-ci permettront d'apporter des données supplémentaires pour les corrélations avec le réchauffement climatique. Mais ce n'est pas tout. Un écosystème merveilleux a aussi été découvert. De nombreux organismes, comme les éponges et les bryozoaires, ont été observés sur les roches détachées de l'Antarctique, ou bien encore des espèces mobiles, telles que des calamars, des concombres de mer, des étoiles de mer, diverses formes d'espèces de poissons, etc. Les chercheurs et les écologues souhaiteront en apprendre davantage sur cet environnement en y envoyant dans le futur des sous-marins robots pour l'explorer. Mais de nombreuses questions se posent aussi sur l'avenir de cet écosystème suite à la récente exposition au Soleil. De nombreuses études vont donc encore être menées pour suivre cette évolution. Celles-ci permettront d'apporter encore des clés pour les conséquences du réchauffement climatique sur l'environnement polaire. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à réagir en commentaire de la vidéo si vous avez des questions ou des remarques. Petit pouce bleu, activation de la cloche et abonnement. Je vous dis à bientôt les amis.